Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice et toujours bon Ramadan à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons proposer quelques questions à propos de l'économie égyptienne. Par exemple, pourquoi l'Égypte demande de l'aide du FMI pour sortir de la crise économique? Quelles sont les conditions? Autre chose, face à l'inflation, pourquoi l'Égypte a relevé son taux d'intérêt directeur? Et est-ce que l'Égypte va prendre d'autres mesures afin de faire face à cette hausse inflationniste au niveau des marchés? La baisse de la monnaie égyptienne et la hausse de l'inflation, comment ça affecte, comme l'avoir quelques journaux internationaux, quelques sites internationaux comme Africa News par exemple, affecte l'économie égyptienne. La hausse des réserves de change, comment le dépôt saoudien profite-t-il à l'économie égyptienne? Et est-ce que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus très attractive après cette gamme, cette bouquet de mesures prises par l'État égyptien? Toutes ces questions et autres vont être discutées à travers les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'INTV International, M. Ahmed El-Lessi Nassef. C'est un journaliste, écrivain, mais aussi analyste politique et économique. M. Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes toujours le bienvenu et bon Ramadan. M. Ahmed El-Lessi. M. Ahmed El-Lessi Nassef, bonjour. Donc, au cours de cette édition, nous allons bien sûr proposer d'autres questions à propos de Goldman Sachs qui a révélé l'impact du taux d'intérêt sur l'économie égyptienne, bien sûr à travers les analyses de notre invité, M. Ahmed El-Lessi Nassef. On essaye bien sûr de le recontacter. M. Ahmed El-Lessi Nassef, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour et bon Ramadan. Bon Ramadan à vous, apparemment. Donc, le Ramadan représente une occasion très importante pour non seulement les citoyens égyptiens, mais aussi pour l'économie égyptienne. Donc, ma première question porte sur comment vous avez observé l'inflation sur le niveau d'achat, sur le niveau de consommation, sur le niveau même de la production ici en Égypte. Je l'ai observé, comme tout le monde l'a observé, on a une vague d'inflation qui est très importante. C'est la première fois que l'Égypte a eu quelque chose de pareil. Mais je pense que c'est une vague, c'est temporaire, ça arrive comme un accident, notamment c'est à cause de la guerre russe-ukrainienne. Et c'est très normal qu'on a les répercussions de ce qui est en train de se passer, qu'on est en train de témoigner maintenant en Égypte. Là, c'est une période difficile, mais quand même, ça va passer. Ouais. Ça ne montre pas ou ça ne diminue pas que c'est un défi très important et que ça va être un peu dur pour les quelques mois qui viennent. Ouais. Donc, on trouve que l'Égypte demande actuellement l'aide du FMI pour sortir de cette crise économique due, bien sûr, récemment à la cause des répercussions de cette crise russo-économique, mais aussi due au Covid-19. Donc, comment vous trouvez l'importance de soutien de la FMI à l'Égypte et est-ce qu'il y aura des conditions à proposer ou à imposer sur l'Égypte pour ce soutien économique? Toujours, il y a des conditions que la FMI met pour soutenir l'Égypte, mais je pense que les relations entre l'Égypte et le MFI, ça se passe très bien, notamment après la dernière évolution du programme. Que l'Égypte a réussi et a dépassé toutes les expectations pour l'amélioration de l'économie égyptienne. Et c'est très dommage qu'on vienne de sortir de Covid et maintenant on rentre
dans cette histoire qui est vraiment lamentable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Des fonds souverains saoudiens, qataris et émiratis ont annoncé d'énormes investissements en Égypte au cours de la période à venir dans divers secteurs et activités économiques. Et plutôt après des réunions gouvernementales de haut niveau au cours de la dernière période pour collecter des fonds, des investissements qui contribuent à atténuer les effets de la crise russo-ukrainienne. Bien sûr, comme vous avez observé, l'Égypte paye très cher le coût économique de cette guerre russo-ukrainienne. Mais justement, il y a des questions à proposer en ce qui concerne ce point. Comment vous avez vu la réaction de ces pays du Golfe qui ont réagi, bien sûr, par le pompage de l'injection même des investissements, des dépôts au sein de l'économie égyptienne. Par exemple, 5 milliards de dollars, ce sont des dépôts saoudiens dans la banque centrale égyptienne. Et la même où les Qataris vont pomper presque 3 ou plutôt 5 milliards de dollars. Les Émiratis vont pomper des investissements de 2 ou 3 milliards de dollars. Et en même temps, on trouve qu'un fonds saoudien souverain va injecter plus d'investissements au sein de l'économie égyptienne. Donc, comment vous avez vu cette réaction de la part des pays du Golfe? Pour commencer avec, on doit tous savoir que le plus grand défi qui est devant l'économie égyptienne, c'est ce qu'on appelle le FDI ou les investissements directs internationaux qu'on a besoin pour faire une injection à l'économie. Donc, et maintenant, nos confrères au Golfe sont en train de nous aider par faire ces investissements. Une deuxième fois, c'est triste un peu que ça vient au bout de cette crise, parce que si on aurait eu ces investissements dans un temps plus, disons, plus souple, ça aurait été une boost énorme pour l'économie égyptienne. Donc, mais maintenant, ces investissements sont en train d'aider la situation déficitaire des échanges ou du dollar maintenant en Égypte. Oui. Comment vous avez vu les mesures qui ont été prises par l'économie égyptienne en ce qui concerne, par exemple, la dévaluation de la livre égyptienne? Est-ce que ça a rendu de plus en plus l'économie égyptienne et le marché égyptien plus attractif aux investisseurs? Oui ou non? C'est un épée à double tranche parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une dévaluation pareille? Ce qui se passe que on devient plus attractif comme marché pour l'exportation, mais de l'autre côté, la vie devient un peu plus dure pour les citoyens normaux. Je pense que on n'avait pas vraiment le choix. Le Banque centrale égyptien est en train de faire ce qui est il est en train de jouer par les règles de l'économie, si vous voulez. Parce que c'est ça, il doit faire d'un point de vue classique, si vous voulez, pour soutenir ou réduire l'inflation présente en Égypte. Donc, ça va être un peu dur pour le citoyen normal. Et en même temps, les exportations égyptiennes vont être un peu plus attractives pour les marchés internationaux. Oui. En fait, il y avait quelques réactions dans des différents journaux internationaux et régionaux en ce qui concerne les dernières mesures adoptées par l'État égyptien pour sortir de la crise économique. Par exemple, les experts ont convenu à l'unanimité que le programme de réforme économique offrait diverses opportunités d'investissement en plus d'un énorme marché de consommation. L'économie égyptienne, à la lumière de ces nombreux avantages, est devenue élément compétitif parce que c'est le grand marché
de consommation dans la région arabe. En plus de ça, l'État a mis en œuvre un programme de réforme économique depuis 2016 et a pompé d'énormes investissements dans des infrastructures qui ont contribué à résoudre de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs et a réussi à fournir un excédent d'électricité alors que les pays européens souffrent d'une pénurie d'énergie et de produits de gaz. Donc, j'aimerais bien vous proposer cette question à la lumière de ce que je viens de lire. L'économie égyptienne ou les pays du Golfe n'ont pas seulement pompé des investissements à cause des liens fraternels, mais aussi à cause des avantages dont dispose actuellement l'économie égyptienne par rapport aux autres économies européennes ou mondiaux en même temps. Donc, j'aimerais bien écouter votre commentaire. Ben, absolument, parce que, écoutez, nos confrères là, c'est pas un don ou c'est pas un cadeau qu'ils sont en train de donner à l'Égypte, offrir à l'Égypte. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est utiliser une opportunité d'affaires, d'investissement. L'Égypte est un marché, le moyen d'income de revenus pour chaque citoyen n'est pas aussi élevé que comme le Golfe, mais ça reste avec le nombre ou la population énorme, ça reste un marché très important. Donc là, ils sont en train d'investir, je viens de lire quelques chiffres, ils sont en train de faire des acquisitions dans des sociétés égyptiennes qui sont très réussites. Et des banques. Donc, sans les nommer, mais c'est un bon investissement. Et maintenant, avec le taux de change qu'on a aujourd'hui en Égypte, c'est une très bonne opportunité. Mais ça reste aussi la conformité et la sécurité de leur investissement, parce qu'ils savent très bien que quand ils mettent leur argent en Égypte est toujours sécurisé et garanti par l'État, qui n'est pas le cas dans pas mal d'États. Ils sont nommés d'autres pays arabes, mais on est en train de voir d'autres pays qui sont en train de faire faillite, littéralement. Les gens ont mis leur argent dans les banques et ils ne peuvent plus les répondre. Ils sachent très bien, nos confrères au gauche, ils sachent que ça va jamais être le cas en Égypte. Et donc là, ils sont en train de mettre l'argent comme des investissements qui sont très rentables dans l'économie égyptienne. Donc, une deuxième fois, c'est ce qu'on appelle un win-win. Ça veut dire qu'eux, ils vont gagner et l'Égypte aussi va profiter d'une meilleure availabilité d'échanges internationaux. Oui, vous avez justement souligné un élément très important ou un avantage dont dispose actuellement l'économie égyptienne et les pays de l'Égypte dans cette région où se trouvent beaucoup de troubles. Il y avait des Twitter, des commentaires de la part des experts dans le domaine économique et politique qui ont dit que c'est bien sûr c'est au crédit ou c'est dans le compte de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi de collecter, de rassembler de telles sommes très colossales dans presque quelques jours de la part des pays du Golfe, alors que dans d'autres pays, comme par exemple en Tunisie, au Liban, c'est un peu plus dur pour eux. Oui, un peu plus dur. Et il n'y a pas même cette stabilité, par conséquent, il n'y a pas cette confiance de la part des partenaires régionaux ou de la part des investisseurs. Et je vous ajoute une chose que ces deux pays que vous avez nommés manquent aussi, c'est l'attractivité, ce qu'on appelle l'attractivité du marché. Ce qui veut dire que, est-ce que si je veux mettre, disons, $1 million ici, est-ce que je veux les reprendre plus que ce que j'avais mis
où ce n'est pas nécessairement le cas. Et en Égypte, c'est presque garanti, parce qu'ils sont en train d'investir dans des affaires et des business et des sociétés qui sont très réussites déjà. Donc, il n'y a pas aucune raison s'il achète 12% d'un banque ou l'autre, que le banque ne va pas, demain matin, va arrêter de faire de l'argent qu'il était en train de faire pour les 40 ans derniers ans. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est garanti, ce sont des investissements garantis, ok, que nos confrères sont en train de y mettre leur argent. Dans les autres pays, ça reste le risque et l'attractivité du marché, ça reste beaucoup moins attractif que celle de l'Égypte parce que le risque est énorme, parce qu'il n'y a pas un modèle qui est déjà prouvé. Oui, un risque très énorme au niveau économique comme au niveau politique. Si vous dites ça. Oui, un risque, je parle des autres pays. Je comprends parfaitement. Quoi? Je comprends parfaitement, mais je ne veux pas encore une fois, le risque politique d'autres pays. Oui, je vais éclaircir mon point de vue. L'Égypte dispose d'une stabilité non seulement politique, mais aussi économique. Parce que nous avons fait de grandes réformes au sein de l'économie égyptienne. Donc c'est une attractivité, c'est un avantage, n'est-ce pas? C'est ça mon point de vue. Absolument. Et ça, c'est l'avantage d'investir en Égypte, parce que, une deuxième fois, c'est un pays stable, sécurisé, et ils sont en train de mettre leur argent dans des affaires qui sont prouvées et sont déjà fonctionnelles. Et on sait très bien que demain matin, leur investissement va croître. Donc, c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Oui. Là. Oui. Justement, j'aimerais bien vous proposer cette question. Comment l'économie égyptienne, du point de vue réserve monétaire, du point de vue stabilisation, va profiter de ces dépôts des pays du Golfe dans la Banque centrale d'Égypte? C'est une injection, c'est comme un corps d'une personne qui est en train de prendre une injection de vitamines. Ça va aider. On espère que la situation mondiale, que tout le monde est en train de souffrir, ne va pas durer longtemps. On espère. Moi, personnellement, je pense que ça va être probablement au bout de quelques semaines ou 2-3 mois, cette guerre doit finir, parce que on ne peut pas... et je ne parle pas de l'Égypte, je parle de l'économie mondiale. On ne peut pas rester comme ça longtemps. Tout le monde est en train de perdre. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est très intelligent, que ça reste un peu tôt. Donc, à quel point vous trouvez que ces monnaies de pétrodollars ou de ces monarchies du Golfe vont mener le marché de change ici en Égypte à l'équilibre, vont compenser par exemple les investissements étrangers qui sont sortis de l'Égypte à cause de la crise russo-ukrainienne, et comment ça va donner un peu plus d'activité à l'économie égyptienne? Une deuxième fois, on a eu des parts des investissements internationaux assez importantes, et qu'on peut tout à fait comprendre, parce que ces investisseurs avaient des problèmes très sérieux chez eux. C'est très normal qu'ils sont en train de retirer leur investissement en Égypte. Ça, c'est très normal. Là, les investisseurs du Golfe sont en train de venir pour ouvrir le vide que le départ de ces investisseurs internationaux a laissé dans l'économie égyptienne. Donc, ça va aider énormément. J'aimerais bien souligner le point que la crise est mondiale. L'Égypte, ça fait partie du monde. Même
un pays qui est normalement dans un état très robuste économiquement parlé, comme l'Allemagne, est en train de souffrir aujourd'hui. Donc, c'est une crise mondiale. C'est très important de noter ça. Ouais. L'Amérique, on a le prix du pétrole qui est intégré pratiquement dans tout produit là-bas parce que le transport dépend à 100% du pétrole en Amérique. Est en train, ça vient de doubler vis-à-vis avant la guerre. Donc tout le monde, littéralement, dans le monde est en train de souffrir. Ouais. Et l'Égypte, ça fait partie du monde. Donc c'est très normal. Si on n'aurait pas souffert, ça aurait dit qu'on est un peu isolé. On n'est pas Cuba, on n'est pas le nord de la Corée. On est bien intégré dans l'économie mondiale et il y a une crise mondiale. Oui, malheureusement, on exporte beaucoup moins qu'on importe. Et en même temps, les revenus du canal de Suez, du tourisme, les revirements ou les transferts de monnaie des Égyptiens à de l'étranger ne suffisent pas à, si je peux dire, à surmonter ce grand écart entre le besoin. Écoutez, ça tombe mal parce que ça aurait été suffisant. Par exemple, le tourisme en Égypte, c'est 70% des Ukrainiens et Russes. Si on avait, si le component ou le contenu du tourisme, de l'industrie du tourisme en Égypte était des autres, je ne sais pas, des Chinois et des Japonais, on n'aurait pas été affecté autant. Mais ça tombe vraiment mal. Donc, mais une deuxième fois, c'est une crise, c'est pas le fin du monde, c'est un peu dur, mais ça va passer. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Le monde entier, et je ne parle pas d'Égypte seulement, le monde entier ne peut pas rester dans cet état pour longtemps. Ça doit être, et je pense, les signaux qu'on est en train de recevoir, que ça va durer, j'estime, 2-3 mois. Et ça va retourner au normal. Oui. J'aimerais parler un peu plus de la Banque Misr qui a lancé le certificat d'épargne Talat Harb à un taux de rendement fixe pour la durée de la période de conservation du certificat à 18%. Et en même temps, on trouve que les experts ont souligné que l'objectif de ces certificats était de réduire la liquidité monétaire pour freiner l'inflation et de compenser les épargnants pour la hausse de l'inflation, d'autant plus que le rendement des certificats est le plus élevé d'Égypte. Donc, comment vous avez observé justement le lancement de ce certificat à taux d'intérêt de 18% et en même temps la réaction des Égyptiens, des investisseurs qui ont acheté ce certificat à presque 500 milliards de livres égyptiennes. Pour commencer avec, c'est quelque chose de très très normal. C'est un move classique dans un état d'inflation, ou hyperinflation. Le Banque central, et je parle ici comme on a appris dans les livres d'économie, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un mouvement classique par n'importe quelle banque centrale que pour freiner une inflation, une vague d'inflation, il offre des produits monétaires avec un taux d'intérêt élevé pour réduire la liquidité sur le marché. Et je pense que c'est 100% correct et c'est la bonne chose à faire. La réaction, une deuxième fois, c'est très très normal qu'avec quelque chose aussi attractif que 18%, on trouve que c'est vraiment effectif pour réduire l'inflation ou attirer la liquidation du marché. Et c'est 100% correct. C'est comme on dit par le livre, si vous voulez. On espère que avant que l'on se termine, que cette situation de crise mondiale
et j'insiste, c'est une crise mondiale, c'est pas une crise Oui, égyptienne. oui. Ouais. J'ai une question. Actuellement, on parle du secteur privé et de la concurrence avec le secteur privé de la part de l'État égyptien. C'est pourquoi une question qui se pose dans presque les sites Internet et les journaux internationaux, comment l'économie égyptienne bénéficie-t-elle du document de politique sur la propriété de l'État. Selon l'ancien chef de l'Association égyptienne pour l'investissement direct, Hani Tawfiq, la concurrence de l'État avec le secteur privé en Égypte a entravé les investissements étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que on n'a pas vu ça. C'est pas qu'on avait des centaines d'investisseurs qui étaient en train de taper sur la porte. Et là, quand ils ont trouvé que l'État est en train d'investir, surtout dans les secteurs d'infrastructure, ils ont fait un demi-retour et ils sont retournés. Je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est une hypothèse qu'elle a mis, mais je ne pense pas qu'elle a une réflexion sur le terrain. Ouais. Surtout que je peux dire que la plupart des investissements de l'État sont des investissements énormes dans l'infrastructure qui n'auraient pas été capables d'être faits par n'importe quel investisseur international. Ouais. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Donc, j'aimerais ajouter une chose à votre point de vue. Si on n'a pas pu arriver à avoir de telles infrastructures sophistiquées, on n'aurait jamais arrivé à être attractif aux yeux des autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise qui frappe partout dans le monde, notamment la crise énergétique, alors qu'ici en Égypte, non, on a plutôt un excédent dans les énergies, que ce soit du gaz, énergie propre, les énergies renouvelables, l'électricité, ainsi de suite. C'est pourquoi ça peut être très effectivement un avantage très important, n'est-ce pas? Oui, et je pense toujours que dans la plupart des pays du monde, l'investissement dans le secteur d'énergie, c'est normalement fait par l'État. C'est rare, on trouve ça peut-être aux États-Unis, mais pour des raisons historiques, mais dans la plupart des pays du monde, on trouve que les investissements dans le secteur d'énergie, normalement, ça se fait par l'État. Donc, on n'a pas, je ne pense pas qu'on a perdu grand-chose. Peut-être, on peut avoir l'exception ici, un ou deux exceptions, mais ça se passe, on ne peut pas toujours avoir une règle qui est bien pour tout le monde. On peut toujours avoir une ou deux exceptions. Très rapidement, j'ai deux questions. Les soukouks souverains sauveront-ils l'économie égyptienne du scénario pessimiste? Je parle des soukouks, je parle des actions ou des obligations qui ont été proposées par l'Égypte au niveau de marché obligataire. Je ne suis pas en train de suivre votre question. Oui. Donc, on va laisser ça. Dernièrement, il y avait une, si je peux dire, déclaration faite par le ministre égyptien des Finances. Selon lui, l'économie égyptienne a la capacité de faire face aux défis extérieurs actuels. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, oui ou non? Oui, on a passé par des crises qui sont 10 fois plus dures que ça. C'est pas la joie, c'est une crise. On va sentir la chaleur, mais ça va passer. Oui. On a eu des crises beaucoup plus dures que ça. Peut-être que je suis un peu plus âgé que vous, donc je me rappelle des crises qui sont beaucoup plus sérieuses dans les années 70, les années 80 et les années 90.
Donc, ce n'est pas la première crise que l'Égypte est en train de prendre. Et je souligne pour la troisième ou quatrième fois, c'est une crise mondiale. Ce n'est pas une crise égyptienne, mais on fait partie du monde, donc on souffre comme un citoyen allemand ou un citoyen américain qui se réveille le matin et trouve le prix de son pétrole a doublé ou le prix de chauffage à la maison a triplé, comme le cas en France, comme le cas en Italie. 300% d'augmentation. Donc, c'est une crise mondiale, mais ça va passer. Monsieur Ahmadreza Nassef, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les dernières évolutions qui ont eu lieu sur la scène économique égyptienne. Merci beaucoup et bon Ramadan. Donc, bon Ramadan tout à tous et au revoir.